Bonjour chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Thème d'actualité qui est diffusée sur Télé Congo tous les vendredis à 16h30 et tous les lundis à 13h30, mais également sur mon compte YouTube. Alors c'est avec plaisir aujourd'hui que nous nous retrouvons encore parce que ça fait vraiment un moment que je ne passe plus et aujourd'hui c'est un numéro spécial Paris. Nous sommes en France et c'est l'hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe qui nous reçoit aujourd'hui et nous avons un invité spécial que vous connaissez tous, Marien Foné Ngombe. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, ça va. Merci de nous recevoir, merci de nous donner l'occasion d'échanger avec vous. Vous êtes un acteur culturel très connu sur la place de Brazzaville, bien que vivant en France. Et aujourd'hui, si on vous demandait de vous définir, que diriez-vous? Déjà, merci pour l'invitation. Merci, je connaissais l'émission, maintenant je participe. Merci beaucoup. C'est toujours difficile de se définir, mais je dirais que je suis un citoyen engagé et un acteur de la société civile congolaise et même africaine. Voilà, je pense que ça synthétise bien tout mon engagement. Alors, vous êtes écrivain, comme je l'ai dit dès le départ, vous êtes écrivain. Combien d'ouvrages avez-vous à votre actif? Je dois avoir 5 ou 6 ouvrages. J'ai des ouvrages personnels que j'ai écrits moi-même et des ouvrages collectifs. Donc, je dirais 6. 6. Avant de parler de, je crois, je retiens le nom, Taxi Poto-Poto. Taxi Poto-Poto, si l'Équateur passait par Penda. Oui, tant que l'Équateur passera par Penda. Tant que l'Équateur passera par Penda. Avant d'en arriver là, parlez-nous de votre dernier bébé. Alors, le dernier opus s'appelle Taxi Poto-Poto. C'est un projet qu'on a voulu panafricain. On a voulu vraiment raconter l'Afrique autrement. C'est-à-dire que j'ai appelé des collègues, on est 9 en tout. Chacun s'est mis dans la peau d'un chauffeur de taxi et a raconté une ville africaine. Donc, on parle d'Abidjan, on parle de Brazzaville, de Pointe-Noire. Je me suis lancé à parler de Brazzaville. Je décris un peu cette ville qui m'a vu naître et toute mon enfance et différentes choses. Et du coup, on voyage. Donc, le lecteur peut voyager à travers 9 capitales. Et il est sorti au mois de mars. On a des dédicaces et il a été bien accueilli au Salon du Livre africain. Alors, pourquoi avoir choisi les taximens pour qu'ils soient aujourd'hui acteurs de ce nouveau bébé? Parce que c'était pas évident. Vraiment, le projet, je me dis, par quelle porte on peut entrer pour raconter l'Afrique? Et je me suis dit, le chauffeur de taxi, c'est quand même le confident des villes africaines parce qu'il reçoit des gens dans son taxi, qu'on soit nanti, c'est-à-dire homme politique de premier plan, qu'on soit modeste citoyen du Congo, de notre pays. Et du coup, c'est l'occasion, en fait, par le taximan, de prendre le pouls des réalités africaines. Et si c'est un métier aussi qui fait que on voit tout de suite comment va l'économie. C'est-à-dire que les taxis voient s'il y a beaucoup de courses. Et même au prix de la course, c'est anecdotique. Souvent, on voit quand le prix du taxi augmente, on sait que le carburant a augmenté. Donc voilà, c'était vraiment, je pense que la figure socio-économique qui était bien trouvée pour raconter l'Afrique. Alors, comment est-ce qu'il a été reçu? Parce que j'ai vu qu'il y a eu la présentation de ce nouveau bébé à Brazzaville. Au Salon du Livre à Paris. Au Salon du Livre à Paris. Oui. Ah d'accord, donc parce que j'ai vu Simplice Matorel faire le reportage. Tout à fait. Il a eu des images du Salon du Livre à Paris. C'est passé au journal de Télé Congo. Merci à lui. Il a été bien accueilli. Parce qu'en fait, ce qui se passe, on a fait une communication, mais comme on est 9, chacun a communiqué dans sa communauté. Et c'était très intéressant de voir que les personnes présentes venaient autant du Congo que de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Du coup, vraiment, on a eu ce bel accueil-là. Et on continue de défendre et de vendre le projet. Alors, Monsieur Foné, pour ceux qui nous suivent, qui sont amoureux de lecture ou qui aimeraient vous découvrir votre plume, où est-ce qu'ils peuvent avoir vos livres, que ce soit ici en France ou encore au Congo? Au Congo. Au Congo, il reste des livres à la FNAC. Et on a également des ouvrages aux Dépêches de Brazzaville. Et en France, sur fnac.com, vous trouvez, sur Amazon, vous trouvez des ouvrages. Mon éditrice s'appelle Les Lettres Mouchetées, mes ouvrages à moi. Et ma maison d'édition, j'ai édité notamment ma sœur, c'est Soart Édition. Vous trouvez également sur les réseaux. Et Soart j'avais mis un peu les choses en sourdine parce que je fais beaucoup d'activités. Mais on va éditer le prochain ouvrage de ma sœur très prochainement, qui s'appellera Politiquement Incorrect, qui est très... Elle a cette capacité à prendre le pouls des réalités du Congo. Et vraiment, c'est pas mal. Ça sortira normalement octobre ou novembre. Soart Édition. Et mon éditrice, c'est Les Lettres Mouchetées. Alors, ce qui signifie que s'il y a un écrivain en herbe qui aimerait bien se faire édifier et éditer par vous, il sera la bienvenue. Surtout si c'est une belle plume. Tout à fait. Mais surtout, c'est à partir du mois de septembre,
Là, l'agenda est un peu serré, mais à partir de septembre, on est ouvert. Et c'est d'autant plus vrai qu'on va sûrement lancer un concours en septembre pour faire un recueil de nouvelles en prenant des plumes qui se seront distinguées. Donc tout ça est dans les tuyaux, ça va arriver, mais c'est important qu'on laisse les plumes un peu sortir et leur donner la chance de se faire connaître. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Il y avait eu une compilation sur Bantou de la capitale. Avez-vous participé à ce projet? C'est le projet d'Eddie, je pense. C'est celui d'Eddie. Oui, c'est un projet d'Eddie Ngombe. Je le disais, c'est un monument, les Bantous de la capitale. Je peux participer à ce projet. Moi, j'ai plutôt accompagné Wallo Bostino sur quelques projets et il continue à travailler. Et je suis je vais le dire, je suis sur un projet, mais j'en parle avec Eddie, avec mon cousin Firo Galiano, que je salue. Vous connaissez aussi? Oui, que je connais. Le Monde des Petits. C'est une famille qui aime la musique. Vous savez, je vais être rapide. Souvent, les gens ont peur de donner leur projet, du peur qu'on leur pique les idées. Mais je pense qu'une idée portée par soi reste la sienne parce que personne ne pourra la faire de la même manière. On est sur un projet de comédie musicale autour de la rumba. Ça prend beaucoup de temps, donc j'espère que 2025 il verra le jour. Mais au niveau de la musique, voilà ce sur quoi je travaille. Je pourrais faire difficilement autre chose que ça. Alors nous allons suivre un extrait de la dédicace de votre nouveau bébé, le tout dernier, Taxi Poto Poto. Et on se retrouve tout à l'heure. Penser les villes africaines dans une perspective littéraire, c'est interroger les politiques de développement mises en place par les pouvoirs publics en matière d'urbanisation, de transport, d'accessibilité, qui tantôt reflètent le chaos, tantôt la créativité, qui sont mieux placés que les chauffeurs de taxi pour comprendre et interpréter la société africaine. Ce sont ceux qui sillonnent les villes, les détournent, les coupent et les découpent également les rues, ils font vivre les villes africaines. C'est dans ce sens que j'ai l'honneur de présenter ici les 5 auteurs parmi les 9 qui ont permis l'édition de ce nouveau recueil de poèmes. Auteurs de plusieurs ouvrages, dont le dernier est Tant que l'Équateur passera par Panda, paru chez les Lettres Mouchetées en 2021, qui a reçu le prix Baobab 2022. Maria Ngombe signe avec élégance le texte d'entrée de ce recueil de nouvelles, à qui je passe la parole. Monsieur Ngombe. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Salut Léa. Salut. Alors, Monsieur Ngombe nous entraîne sur les terrains quinois, avec pour titre Demi-terrain à Brazzaville. Matando est le nom du personnage, alias le vieux Matt, protagoniste de Demi-terrain à Brazzaville, originaire de la ville. C'est un homme gai, aimable et rêveur, devenu chauffeur de taxi grâce à l'intervention de Bina, sa fiancée. Il y a toujours un prisme qui fait qu'on a une vision différente des choses. Par notre famille, d'où l'on vient, par le métier qu'on peut pratiquer, par quel quartier on vient, quelles sont les peurs qu'on a reçues de nos parents. Il y a une vraie subtilité. Il y a plusieurs réalités concernant l'Afrique. Et surtout concernant des personnes comme moi qui ont quitté l'Afrique il y a 15 ans, je fantasme l'Afrique. J'ai pas une vision de quelqu'un qui vit l'Afrique au quotidien. Et c'est pas plus mal en soi, c'est-à-dire que ça permet de questionner des choses, de soulever des sujets. Donc je pense qu'il n'y a pas une volonté de mettre un voile pour cacher les vérités. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut raconter sur cette Afrique-là. Moi, quand j'arrive au Congo, certains sont choqués par la condition de la femme. Il y a tellement de choses qui nous interpellent. On est en même temps émerveillés par la beauté du paysage. C'est pas antinomique, c'est des vérités. C'est les mêmes vérités qui envoient des messages des fois contradictoires. C'est complexe. Donc il n'y a aucune difficulté à dire ces vérités-là. C'est juste qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on veut partager à cet instant-là. Et c'est pour ça que ce recueil est intéressant. C'est des regards croisés sur la même Afrique. Et le cahier des charges, c'était de dire que chaque auteur se met dans la peau d'un taximan, enfin faire du taximan, de la taxiwoman, de chauffeuse, le personnage principal, mais que la ville aussi soit partie prenante pour chacun des auteurs. Et au final, le résultat, vraiment, les nouvelles sont très différentes. On parle de la même Afrique. Je n'ai pas écrit un texte sur un chauffeur de taxi classique. Parce que je ne voyais pas l'intérêt de parler d'un chauffeur de taxi. Je voulais parler d'une chauffeuse de taxi.
Voulant apporter un certain nombre de détails aux personnes qu'elle transporte, elle s'informe elle-même sur son propre pays. Et du coup, ça lui permet d'avoir un regard neuf et de se dire, mais finalement, on est bien ici, il y a des choses à découvrir et à faire découvrir. Ça lui permet aussi d'être fier de sa culture, fier de son identité. Merci d'avoir suivi Tant que l'Équateur passe par Penda. Oui, alors j'aime dire que c'est mon premier vrai roman. J'ai un roman avant qui s'appelle Le Bâtiment A, mais Tant que l'Équateur passera par Penda, c'est mon projet le plus important. J'ai commencé à l'écrire en 2014-2015 et il a fallu vraiment que je fasse un voyage à Makwa Penda, je suis originaire de ce village-là, pour m'imprégner de certaines réalités et le raconter dans le roman. Donc Tant que l'Équateur passera par Penda m'a valu un prix qui s'appelle le prix Baobab, mention spéciale. Donc c'est vraiment encourageant pour moi et je dédie ce roman vraiment à Makwa Penda, qui est cette ville qui m'est chère. C'est quoi l'histoire? Alors Tant que l'Équateur passera par Penda raconte l'histoire d'un jeune homme qui est le fils d'une figure de premier plan d'un régime déchu. En fait, ça se passe pendant l'arrivée de la démocratie en Afrique, année 92, conférence nationale. Donc, et cet enfant-là voit comment il perd ses honneurs. Et il perd aussi son père, parce que le père meurt très rapidement dans le roman, et on voit comment il doit se reconstruire. Donc c'est une histoire de la reconstruction de ce jeune homme, et aussi il questionne l'Afrique. Que devient l'Afrique? Avec l'arrivée de la démocratie, est-ce que vraiment c'est la panacée? Est-ce que ça sauve l'Afrique de tous ces maux, de tous ces tares? Et je questionne ça. Fils de Jean-Pierre Ngombe, connu très bien dans le monde culturel, Tamaris. Est-ce que c'est de lui que vous tirez cet amour culturel que vous avez? J'ai souvent cette question, forcément, il nous a influencé, moi, mes frères, ma sœur, ça influence quelque part. Mais après, chacun aborde la culture, l'engagement politique, peut-être qu'on en parlera, à sa façon. Mais forcément, il nous a influencé. J'ai baigné dans ça depuis très jeune, la lecture, la musique, les livres, le spectacle, enfin, c'est des choses qui me parlent naturellement, ça influence toujours. Vous avez organisé en décembre 2023 un atelier. Oui. Vous avez réuni des Congolais de la diaspora et autres. Oui. Quel était l'objectif et comment est-ce que ça s'est déroulé? Comment est-ce que ça a été accueilli? Vous parlez d'héritage Congo. Ouais, c'est un vrai défi. Pourquoi? Il y a quelque chose qui revient souvent, on dit que les Congolais ne sont pas solidaires entre eux. Je regarde la caméra parce que c'est important. En fait, finalement, nous sommes les premiers à tenir un discours qui nous conditionne. Le Congolais est solidaire, sauf que qu'est-ce qu'on propose aux Congolais? Et est-ce qu'on respecte les Congolais? J'ai été vers chacun des Congolais, des sociologues, des écrivains, j'ai été voir des artistes. Donc c'était un panorama, une photo à l'instant T de notre communauté, comment elle est très belle. Il y a eu des sapeurs, il y a eu le bachelor, il y a eu Gervais Lembe qui est un conférencier de grand talent. Donc il y avait tout ce monde-là qui était là. Et on a réussi à faire cet événement de 11h jusqu'à 22h sans désemplir. On a eu au moins 400-500 personnes ce jour-là. C'était très satisfaisant. Et du coup, le but était quoi? Très simple. De célébrer le récit national congolais. C'est un mot que j'aime utiliser. Les Congolais ne se connaissent pas forcément. Est-ce qu'on connaît l'histoire de Botambongo? Est-ce qu'on connaît l'histoire d'Ebina, la famille Ebina, qui est vraiment une histoire d'une success story à la congolaise? Est-ce qu'on connaît vraiment nos auteurs? Jean-Aimé Dibakana, qui vient d'avoir le prix d'Afrique noire. Donc l'idée, c'est ça, se connaître nous-mêmes. C'est la base. Et après, on peut mieux faire ensemble, être solidaire. Mais c'est important que le Congolais fasse déjà corps avec lui-même. Est-ce que c'est parce que nous ne savons pas nous vendre? C'est possible. C'est possible. Et moi, je parle de soft power parce que l'idée, c'est vendre le pays. Et j'aime dire, il y a un Congo bashing. C'est-à-dire qu'on aime bien, nous, prendre la parole pour critiquer le pays. Moi, je le fais sur les médias nationaux. Parce que le linge sale se lave en famille. Et moi, j'aime bien tout ce qui est us et coutume, je respecte ça. Mais quand je passe sur France 24 ou TV5 Monde, mon but à moi, c'est vendre mon pays. Je n'ai aucun intérêt à faire du Congo bashing, surtout qu'il y a des talents. Et une réalité, je vais dire des choses vraiment que tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire que le Congo, c'est pas le gouvernement congolais. Il y a la société civile, il y a des associations, et dans le gouvernement congolais, on peut condamner des choses, il y a des choses qui sont faites, qu'il faut aussi féliciter. Je suis juste pour être en accord avec soi-même, et pas être dans des postures. Donc voilà, vendons-nous, on a un beau pays, on a des talents, on a Paul Ekibat, on a d'autres personnes, et voilà. Parlons de cette diaspora également qui est divisée.
il y a un langage qui revient souvent, la vraie diaspora. La vraie diaspora, c'est ceux qui sont sur le plan constructif et la mauvaise diaspora, c'est celle qui passe son temps à critiquer. Alors, à ce moment-là, lorsque vous organisez, lorsque vous faites passer votre message, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous arrivez à tous les avoir tous ensemble pour essayer de faire passer un message constructif, ou est-ce que cette diaspora-là qui est enclin dans la critique n'accepte pas de renouveler un peu son regard? Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise diaspora. Comme dans une famille, quand on a des enfants, il n'y a pas de bon, de mauvais. Donc l'éducation est donnée à tout le monde. Il y a des enfants qui ont du caractère, d'autres un peu moins. Voilà. En gros, qu'est-ce qui se passe? La diaspora qu'on pourrait critiquer, c'est une diaspora peut-être qui s'exprime différemment, parce que peut-être qu'il souffre de quelque chose. Chaque acte négatif posé, pour moi, c'est un cri de cœur, c'est un cri de douleur. Donc je ne peux pas condamner. C'est même une diaspora qu'il faut plus écouter. Et encore une chose, c'est que le mot diaspora ne nous appartient pas. Et ce que je remarque, c'est qu'il est connoté négativement au Congo. C'est la langue française. Après, malheureusement, il y a une connotation négative. Mais la diaspora, aucun État aujourd'hui ne peut faire sans sa diaspora. Donc ne politisons pas le mot diaspora. C'est les enfants du Congo qui sont hors du Congo. Et j'aime dire que être de la diaspora, ce n'est pas un état définitif. Il y en a qui viennent 5 ans. Je vois que vous êtes fait un peu mal, j'espère que ce n'est pas trop grave. Vous allez rester un peu plus longtemps, ce n'était pas prévu. Et des fois, en restant plus longtemps, il y en a qui viennent célibataires, qui rencontrent des gens, qui restent 1 année, 2 ans, qui repartent au pays. Ce n'est pas un état statique. Donc, il ne faut pas insulter l'intelligence des Congolais. C'est ce que j'ai envie de dire. La diaspora, il y a à boire et à manger. Au Congo même, on parle beaucoup de délinquance juvénile. C'est les Congolais sur place. Il y a à boire et à manger. Donc, il faut séparer le bon gré de l'ivraie. J'aime bien cette expression. Donc, soyons juste constructifs. Ne manipulons pas les gens. Rencontrons les gens, tout le monde. Moi, je peux rencontrer tout le monde. Il y a des gens qui sont là pour aider, d'autres qu'il faut convaincre. Mais voilà, nous sommes une famille. C'est l'esprit de famille qu'il faut avoir. Vous êtes président d'une association? Oui. Comment il s'appelle cette association? Je suis président de quelques associations. J'ai Aqua Mossé, qui est pour la promotion de la culture aqua et venir en aide aux personnes nécessiteuses à Makwa. On a en fait nos 10 ans cette année. On a un événement qui est prévu le 18 mai. Et je suis président d'une association. C'est un cercle de réflexion et qui a la forme juridique d'une association qui s'appelle les Ateliers Citoyens du Congo depuis 2020. D'accord. Et donc là, nous faisons des conférences, nous essayons de nourrir le débat. Nous faisons aussi des actions toujours de terrain pour accompagner à la hauteur de nos petits moyens. Vous avez eu à faire des dons d'ordinateurs au Congo-Brazzaville? Actuellement, en fait, les dons d'ordinateurs, c'est la dernière action qui est en cours. On a envoyé 30 ordinateurs qui ont pris le bateau et on va faire les dons en septembre. On a un événement qui s'appelle les Soft Power Days, prévu les 20 et 21 septembre à Pointe-Noire. On le fait chaque année depuis 2020. On le faisait à Brazzaville, là on va le faire à Pointe-Noire. Et à cette occasion, on va remettre ces 30 ordinateurs. Et on a d'autres actions qu'on a menées aussi. On a fait la première action qu'on a menée, les ACC, 2021, élection présidentielle. Et on essaie de dire aux gens qu'il faut valoriser l'esprit critique. Il ne faut pas que l'esprit critique disparaisse au Congo. Et pour favoriser ça, on a lancé un concours. On faisait gagner 1 million de francs CFA aux gagnants. Je suis passé sur RFI. Il n'a pas fait assez grand bruit au Congo, je trouve. Et il y a un jeune Congolais qui s'appelle Gilles Christoni, je te salue Gilles Christ, qui a gagné. Pourquoi? Il a pensé le Congo dans 10 ans, dans 20 ans, des belles propositions. L'idée, c'est que nous, notre travail, c'est quoi? Réveiller l'esprit critique en emmenant le débat. Et puis, on a fait d'autres actions. On a fait des dons de scolarité. On a accompagné un monsieur qui est très à la mode, le chef Madzou. La première association à l'accompagner, avant qu'il soit décoré par l'État congolais, était les ateliers citoyens du Congo. Je salue le chef Madzou qui est très excellent, qui est très bon dans ce qu'il fait. On l'a reçu. Quand il est passé en Italie, il y avait eu un voyage officiel avec les entrepreneurs et les étudiants en Italie. Il a fait la gentillesse de passer nous voir sur Paris le temps de 48 heures. Donc merci, chef Madzou. On l'a accompagné. Il devait faire un concours au Bénin. On a payé un soutien financier modeste, et ça l'a aidé à gagner ce concours et ça lui a ouvert des portes. Nous, on est des facilitateurs, c'est ça la question. Création du Fonds solidaire Motema, c'est toujours avec cette association à quoi? Avec les ACC, avec les Ateliers Citoyens du Congo. D'accord. C'est dur pour moi parce que je suis partagé en différentes associations, mais c'est le même but. On essaie d'être utile au pays. Le Fonds Motema, c'était un accompagnement. On l'a lancé pendant Héritage Congo. On disait à la diaspora, on a dit à la diaspora, chacun à hauteur de ce qu'il peut aider à poser des actions. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit on est au moins 40 000, selon les statistiques. Si chacun donne 1 euro par mois, on a 40 000 euros par mois pour mener une action de terrain. On n'a pas réussi à le faire. Et 40 000 par mois, on n'a pas eu.
Mais certains, beaucoup ont participé. Et du coup, on accompagne aujourd'hui 4 femmes qui ont eu 50 000 et bientôt 100 000. C'est pas grand-chose, mais ça aide ces femmes dans le secteur informel à avancer. On aimerait en avoir 10 et s'aimer sur tout le territoire. Si on peut avoir un par département, une femme par département, le but c'est d'accompagner les mamans dans le secteur informel. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, c'est nos CEO, c'est nos entrepreneuses qu'il faut suivre, qui doivent nous inspirer. Elles le font depuis longtemps, elles le font bien, elles nourrissent des familles. Surtout qu'elles ont du mal à trouver des crédits. Voilà. Donc, c'est un peu ça la démarche. Je vais essayer de faire que ce projet qui est porté par les ateliers historiques du Congo arrive aussi au niveau de Makwa. Mais c'est pas moi. Moi, j'essaie de convaincre et que les gens nous suivent. L'installation d'Internet au centre culturel de Makwa. Oui. Alors, je veux dire un mot dessus. Ce qui se passe, c'est que nous, on dit chez les Makwa, Akwa a dit Nadzania. C'est dire que les Akwa sont fiers. Et j'ai été piqué dans ma fierté quand RFI a diffusé. Il y a eu un article comme ça qui a diffusé que le centre culturel de Makwa n'avait pas Internet et que c'était dommage. Pour l'installation, il n'y avait pas Internet. On a installé Internet, ça a dû durer une année à peu près. Et pendant cette année-là, ça a permis à la jeunesse Makwa de se connecter, de s'informer. On a aussi mis en place une formation sur Internet et sur le pack office. On a délivré des certificats. C'est des actions qu'on mène comme ça et qu'on essaie de faire qu'elles soient pérennes. Mais je remercie encore les membres d'Akwa Mossé. Le maire de Makwa nous a facilité également les choses. Merci à lui. Et voilà, la jeunesse Akwa a bien apprécié. Vous faites beaucoup la promotion de Makwa. C'est assez rare. Oui, oui. Écoutez, moi je pense que nos origines en disent long sur notre trajectoire. On sait d'où on est, on sait un peu qu'est-ce qui nous anime. Et j'essaie d'éviter un piège quand je parle de Makwa, qu'on me réduise à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on parle des fois de tribalisme que je condamne, que je pourfends avec toute mon énergie. Il y a ce qu'on appelle la tribalité. C'est Ngouabi qui disait ça apparemment. Le regretté Marien Ngouabi qui parlait de tribalité. C'est-à-dire que le Congo est riche de sa diversité. Si on sait que les Kouyous sont des hommes de tempérament, il y a quelque chose de génétique, d'atavique, ça a un sens. On dit que ici, les Français, on dit que les Bretons, c'est des têtus. Enfin, il y a quelque chose qui se transmet comme ça dans chaque tribu, on va dire. On parle des Congo gestionnaires, on parle que le Makwa est fier. On parle des Mboshi dépensiers. Les Mboshi dépensiers, il faut de la prodigalité. Heureusement qu'ils sont dépensiers pour aider certaines personnes. Voilà, c'est pour dire que tout ça, ça enrichit le Congo. Oui. On est riche de ça. Et moi, je suis Makwa, mais je suis Congo aussi. On dit que les Congos sont de bons gestionnaires. Donc, je suis du nord et du sud. Où je me situe par rapport à tout ça, c'est de dire que c'est le Congo qui gagne. Ouais. Il faudrait qu'il y ait des gens qui parlent de Makwa, qui parlent de Inda, qui parlent de Wando, qui parlent de Boko avec énergie, et c'est le Congo derrière qui gagne. De la même façon, nous on parle du Congo, il faut que certains parlent du Sénégal, et ensuite c'est l'Afrique qui gagne. C'est ça la démarche. Nous allons suivre un extrait de votre rencontre sur Héritage Congo, mais à quand la prochaine édition? Héritage Congo, c'est assez chronophage, ça nous prend beaucoup de temps. Nos grands événements, il y a donc les Soft Power Days chaque année au pays. Et Héritage Congo est venu se greffer. On va le faire tous les 2 ans. Donc normalement, Héritage Congo est prévu pour 2025. Et on a d'autres projets autour de la rumba, on ne peut pas en dire plus. Mais je dis aux gens de penser à Soft Power Days qui sont prévus les 20 et 21 à Pointe-Noire. On est en train de tout finaliser. Il y aura des conférences, il y aura des masterclass. Il y aura un prix à gagner pour ceux qui vont pitcher, pour les entrepreneurs. On veut cette année vraiment parler à la jeunesse, faire gagner des prix à la jeunesse et les aider à rejoindre les incubateurs dans l'entrepreneuriat autour des industries culturelles et créatives. Donc ce sera à Pointe-Noire, 20 et 21, on y sera, et une délégation des ACC qui descend pour ces dates-là. Alors nous allons suivre un extrait et on se retrouve tout à l'heure. Alors, Héritage Congo, c'est un bébé qu'on porte depuis un moment, depuis 3 ans, voire plus. Cette rencontre, c'est l'aboutissement d'un cheminement. On a essayé beaucoup de choses avant. On a fait des rencontres, des after-work. On a fait se rencontrer des artistes. À côté de ça, on accompagne aussi des gens qui écrivent. J'écris moi-même. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment l'aboutissement des différentes choses qui ont été tentées ici et au Congo. Donc, je suis le président des ateliers citoyens du Congo. Rapidement, c'est un sac de réflexion qui a été créé en 2020. Et nous mettons au cœur de nos réflexions comment penser le rayonnement de notre pays.
Et ça passe par des acteurs déjà qui seront là aujourd'hui, des grands frères, des frères, des petits frères, qui s'illustrent en leur domaine. Et je suis toujours peiné, ça va pas être triste mon discours, je vous rassure, mais on a des gens de grands talents qui méritent plus de lumière. Je vois mon grand frère, le bachelor, à côté, je vois Joël Mehdi comme Tibakana pas loin, je vais pas citer tout le monde, mais pour vous dire qu'il y a des talents, et j'ai l'impression que des fois on ne s'en rend pas compte, c'est un peu ça. Et avec mes amis dans les ACC, on travaille, on n'arrête pas d'arrache-pied, on a fait des nuits blanches, je ne sais pas combien. Et on veut prendre date. Aujourd'hui, on veut prendre date pour se dire, comme a dit ma vie, on commence aujourd'hui, c'est le premier pas qui coûte et qui compte, comme dit mon père, et qu'on aille encore plus loin. Les entrepreneurs, la créativité. Notre cheval de bataille à nous, c'est le soft power, la capacité à rayonner, la puissance douce. On a cette force-là par des ambassadeurs, mais par aussi la nature, ce qu'elle nous donne. Le bassin du Congo, par notre histoire, le royaume Congo, on en parlera. Voilà, c'est un peu ça, c'est notre démarche et je veux que ça soit une démarche commune, que vous soyez acteurs de cette rencontre-là. L'idée, c'est pas que nous on fasse, mais qu'on fasse tous ensemble. Que vous nous disiez après ici ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut apporter en plus. Mais vraiment, j'échange en off avec beaucoup et je vois qu'il y a quelque chose qui bouge. Je pense qu'on est dans un tournant important où on a besoin d'unité. Il faut le dire aussi, le Congo est morcelé. Parce qu'il y a quelque chose qui nous gangrène des fois qu'on appelle le tribalisme et il faut qu'on prenne de la hauteur par rapport à toutes ces choses-là. Il y a aussi le jeunisme, on dit maintenant c'est les jeunes, non, il y a jeunes ou vieux, c'est pas la question, c'est qu'est-ce qui nous anime, pourquoi on fait les choses. Et vraiment c'est ça, je le dis avec un ton un peu sérieux parce que la démarche est sérieuse, mais prenons du bon ton aujourd'hui parce que vraiment on est béni d'avoir tous ces talents et s'il vous plaît, je veux des applaudissements pour le Congo qui nous porte que nous portons. Merci d'avoir suivi cet extrait. Alors, des fois, vous faites également dans les œuvres de musique. Oui. Malheureusement, ça vous suit. Ah oui, c'est vrai que ça... Quel est le regard que vous avez pour le côté artistique du Congo-Brazzaville, avec toute cette influence des grandes salles qui se font, de cette guéguerre qui est en train de se faire en ce moment même. Nous avons également, je vais vous la poser cette question parce qu'elle est d'actualité, nous avons également Extra Musica qui va faire un concert au Casino de Paris le 19 mai. Alors, nous savons également que le Congolais, c'est un être humain très fier qui ne se dérange pas pour peu. Et c'est toute une démarche et tout un challenge pour essayer d'atteindre un certain niveau sur le plan culturel, artistique, musical. Quel est votre regard là-dessus? On va commencer par la musique. Le Congo a deux monuments sur le terme de la musique. Il y a les Bantous de la capitale et il y a l'Extra Musica. Il faut que les Congolais soient fiers de ça. Au-delà des guéguerres, je ne sais trop quoi. Ce que a fait Roga Roga sur la musique congolaise, même africaine, est à saluer. C'est un grand monsieur de notre musique. Après, qu'est-ce qui se passe? Je pense que le métier a besoin de se professionnaliser. On manque de professionnels. Beaucoup de gens se lancent, il y a beaucoup de mécènes. Donc la musique est un peu confisquée par les mécènes. C'est bien parce qu'ils donnent de l'argent aux musiciens, mais ça n'aide pas à structurer l'écosystème, à créer de vraies chaînes de valeur. Qu'il y ait des, je sais pas moi, des arrangeurs qui gagnent leur vie, des solistes qui gagnent leur vie, des chanteurs, des paroliers. C'est tout ça, tout cet écosystème qu'il faut créer, identifier les acteurs, former aux besoins, légiférer s'il faut. On parle du bureau congolais des droits d'auteur. Apparemment, il faut vraiment une réforme à ce niveau-là. C'est mon frère qui en parle beaucoup, Eddie Ngombe, que vous connaissez. Il y a des choses qu'ils font. La musique, c'est vraiment notre ADN. J'ai un frère qui est également docteur en droit, qui est spécialiste en droit d'auteur. On travaille sur ces questions-là, mais nous, on est nés dedans. Donc, quand on fait de la musique, c'est plus de la distraction. On est tellement nés dedans que c'est naturel. Et on écrit même des textes, plus certains que d'autres. Mais ce qu'il faut faire après derrière, il faut qu'on soit derrière nos musiciens. Ça, c'est sûr. Kevin Bwande a joué il n'y a pas longtemps. Moi, et j'ai vu votre soutien. Vous y étiez? Ah, j'étais physiquement, je suis allé avec des membres en soutien. Il y a un jeune rappeur ici qui s'appelle Guy de Besbar, qu'on ne connaît pas. Il est du Congo-Brazza. Il fait souvent des références au Congo dans son rap et tout. Il est vraiment en train de s'installer. C'est des gens à soutenir. Moi, je pense que c'est ça. Notre force, c'est la culture. Sur d'autres domaines, on aura des économistes meilleurs que des économistes congolais. On a personne qui a été à la NASA. Mais sur le plan musical, on est vraiment à un niveau où on peut
défier les meilleurs du monde. Donc, c'est là qu'il faut essayer de voir comment soutenir. Alors, nous allons légèrement vers la fin de cet entretien. D'accord. Vous avez d'autres dates, vous avez d'autres activités en vue? Oui, on a beaucoup d'activités à venir. Il y a un salon du livre à l'ambassade du Gabon. J'ai été invité comme invité d'honneur. Je présenterai mes ouvrages là-bas ce samedi 27. Et le 4 mai, on est à Nantes pour une rencontre citoyenne sur l'engagement, pour inviter les jeunes Congolais à faire ensemble et à s'engager. Le 5 mai, j'ai une dédicace à Châtelet, au Gypse, pour le dernier ouvrage. Mon agenda se remplit pas mal. Et en juin, je serai à Bordeaux. Il y a 2 jours intéressants à Bordeaux. Il y a beaucoup d'actu. Mais la grande actualité qui me tient à cœur aujourd'hui, si vous permettez, le 18 mai, mon association fête ses 10 ans, Aqua Mossé. Et c'est l'occasion également, pour la première fois, de faire que la communauté Makwa se réunisse. Vous savez, j'ai envie de finir sur cette note. Moi, j'aime l'ancestralité. On a tous chez nous des combats à Boketa. Je ne suis pas né en Afrique ni à Makwa. Je suis né en Afrique, pardon, mais pas à Makwa, dans la ruralité. Mais je suis allé à Makwa quelques fois et les jeunes de Makwa avec qui j'ai échangé, j'ai pu avoir un pseudonyme et j'en suis fier. Je vais vous le dire, vous allez rigoler. Avec mon accent Makwa qui n'est pas bon. C'est Oloma Nyamaïba Galo Bambi Okuba Oloma Ngongo Eba Agia. Quand je dis ça, on voyage déjà. Pourquoi je dis ça? Mon roman, vous en avez parlé rapidement, il y a des citations Makwa dedans. Je voulais placer ça. Parce que cette langue-là, ça nous ramène à une réalité. Et sans vouloir être trop lent, l'idée c'est celle-là, c'est-à-dire que toujours raisonner avec notre Afrique, d'où on vient, et ça donne un sens à notre engagement. Vous savez, une anecdote, je suis bavard aujourd'hui, parce que je suis à l'aise. Avec plaisir. Vous savez, même dans l'entrepreneuriat, si vous vous lancez, que vous voulez vendre, vous êtes africain, votre africanité. Parce que l'idée c'est, vous incarnez quelque chose. Vous voulez vendre des guitares ou un instrument. Si vous vendez une guitare faite ici en Afrique, c'est pas pareil. Mais si vous êtes congolais, vous venez de Inda, vous vendez la sanza, ça a un sens. Il y a Jacques Loubello derrière, parce que le storytelling qui est à la mode, mais vous vendez quelque chose, il y a un peu du Congo dans votre démarche. Et nous, c'est ça, mettre un peu de Congo dans tout ce que nous faisons. Nous allons jouer à un jeu, Utopie, sur plusieurs phrases que l'on colle aux Congolais. D'accord. Et j'ai lu un texte sur votre page Facebook qui m'a inspiré. Alors, Utopie, premièrement, les Congolais ne sont pas solidaires. Vous en dites quoi? Les Congolais sont solidaires, pas plus ou pas moins qu'un autre peuple. Mais à nous d'être convaincants pour susciter l'adhésion des Congolais. Le Congolais est exigeant. C'est une qualité. Utopie, deuxièmement, le Congolais n'est pas leader, n'est pas né leader. Alors moi, sur le leadership, c'est lent, hein, parce que je vais faire des masterclass sur le leadership. Il y a des leaders nés, et il y a des leaders qui, avec le temps, travaillent sur eux. Il y a des leaders congolais. Alain Mabankou a un leadership dans la littérature. Rogaroga est un leader. Qui d'autre? Des gens qui ne sont plus présents. Il y a eu Stéphane Tchitchélé était un leader. Le Congolais, il y a des leaders. Il faut les identifier et il faut accompagner les leaders. Parce qu'un leader, c'est comme, on dit des fois aux gens, il est animé par un génie. Mais si on ne l'aide pas, ces génies vont s'éteindre. Donc il faut identifier, on a besoin de figures de proue et aider ces gens-là. Utopie, les Congolais ne lisent pas. Les Congolais ne lisent pas beaucoup, les Français lisent très peu, il faut le dire. Il faut se comparer pour voir où on se situe. Et après, l'offre en littérature aussi est devenue très importante, il faut le dire. Avant, c'est tellement dur de se faire publier que seuls les plus téméraires et les plumes les plus abouties arrivaient à se faire publier. Aujourd'hui, beaucoup de gens publient, donc chacun lit et ne lisent pas forcément les auteurs congolais. Et même là, on parlait de musique, au niveau de la littérature aussi, il faut structurer tout ça, il faut des maisons d'édition. J'ai édité Ma Sœur, qui a un livre qui a pas mal marché, un recueil de nouvelles. Elle va faire une suite bientôt, elle a une belle plume. J'invite les gens à découvrir, mais il faut inciter, créer l'écosystème, faire des salons du livre au Congo, d'envergure, et pas des salons faits en bout de table. Voilà. Utopie, les Congolais ne sont pas créatifs. Il n'y a pas un peu plus créatif que le Congo. Et là, je mets les deux Congos ensemble. La créativité congolaise est aujourd'hui éprouvée. La rumba est immatriculée au patrimoine de l'UNESCO. Les Congolais sont créatifs surtout. L'école de peinture de Poto-Poto, même si elle n'a plus la lumière qu'elle avait avant, mais allez voir jusqu'aujourd'hui, il y a des talents qui font de belles choses. Le Congolais est très créatif. Est-ce facile d'écrire? Non, on peut écrire avec facilité, mais pour avoir au final un texte de qualité, il faut un peu sortir de sa zone de confort.
Il y a un effort dans l'écriture, il y a un effort. Moi, mon roman, je l'ai commencé en 2015, il est sorti en 2021. J'avais laissé un peu, je suis revenu dessus. Il y a un effort dans l'écriture et il faut éviter le monde de la facilité, c'est valable pour tout. Il faut toujours de l'effort. Merci, Monsieur Fondé-Ngombe. Vous C'est avez... déjà fini. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà fini. J'espère avoir la chance de vous retrouver un autre jour sur ce plateau parce que c'était formidable. Nous avons beaucoup appris avec vous. Merci. Et merci de partager ce savoir avec les Congolais. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Télé Congo dans l'émission Thème d'actualité avec un nouveau projet, un nouvel invité. Entre-temps, portez-vous bien. Merci à Olive Toumba. À Olive Toumba. Alors, merci à ceux qui nous accompagnent, Madame Pierre-Ouins Mélisande et à notre bébé Varel.